Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines œuvres nous marquent si profondément, pourquoi The Walking Dead m'a tenu en haleine pendant des années et pourquoi Star Citizen me fascine aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, j'ai quelques théories à partager avec vous, elles valent ce qu'elles valent, mais allons-y. Les yeux rivés sur l'écran, le cœur battant, je me demande comment Daryl, qui mangeait des écureuils crus dans la forêt quand on l'a rencontré, va gérer cette rencontre avec le groupe de Randall au terminus. Cette même tension, on peut parfois la ressentir aujourd'hui dans Star Citizen quand on aperçoit un vaisseau en approche alors qu'on décharge nos caisses chèrement acquises sur un avant-poste. Pas de cadavre de walkers pour se camoufler cette fois, juste votre instinct qui vous souffle de prendre l'autre sortie. Bizarre comme connexion, pas vrai? Mais un petit flashback s'impose. 2017, je découvre Star Citizen alors que je suis encore sous l'emprise de The Walking Dead. Choquant. Ces deux univers, pourtant aux antipodes l'un de l'autre, ont réveillé en moi les mêmes émotions viscérales. Cette adrénaline pure, quand Rick et sa bande exploraient un nouveau territoire inconnu, j'essaye un peu de la retrouver en survolant les zones inexplorées du jeu, en m'approchant désormais d'avant-postes sans savoir si je vais me faire tirer dessus ou pas, lorsqu'un vaisseau approche piloté par un joueur dont j'ignore totalement les intentions. Cette crainte puissante, celle qui vous tord les entrailles, Star Citizen réveille déjà parfois en nous ces mêmes émotions primales que The Walking Dead déclenchait à ses débuts, alors imaginez quand le jeu fonctionnera. Et quelle évolution fascinante dans les deux cas. Au début de la série télé, les Walkers représentaient la menace ultime. Puis lentement, subtilement, la série nous a fait réaliser que les vrais monstres marchaient sur deux jambes et pensaient. Les humains sont devenus la vraie source d'angoisse, transformant chaque rencontre en roulette russe émotionnelle. On pourrait dire que Star Citizen suit un petit peu le même schéma. Les premiers pas dans l'univers nous font redouter les PNJ pirates, ces walkers de l'espace qui rôdent dans les zones dangereuses. Mais rapidement, une vérité s'impose. Rien n'égale la tension d'apercevoir une signature inconnue sur son radar. Est-ce un autre joueur? Quelles sont ses intentions? Cette fraction de seconde où votre cœur rate un battement vaut tous les scripts d'IA du monde. Une rencontre avec un inconnu dans Star Citizen déclenche le même cocktail d'adrénaline qu'un groupe de survivants croisant la route de Rick et sa bande. Les intentions restent floues, le danger omniprésent. Un simple O7 dans le chat pourrait annoncer une embuscade mortelle ou le début d'une alliance épique. La vraie tension n'est pas des menaces programmées, mais de l'imprévisibilité humaine. Dans The Walking Dead, croiser le gouverneur ou Negan générait plus d'angoisse que 1000 walkers. Dans Star Citizen, se faire sortir du Quantum par un joueur fait monter plus d'adrénaline que toute une flotte de vendoules. Et à mon avis, cette dualité, elle définit l'expérience. Les dangers scriptés créent l'ambiance, certes, mais les interactions humaines forgent les histoires qu'on raconte encore des années après. La question n'est plus vais-je survivre, mais puis-je faire confiance? En fait, c'est assez simple. Ces deux univers nous promettent l'aventure ultime, l'évasion parfaite. Que ce soit en survivant dans un monde post-apocalyptique ou en explorant les confins de l'espace, on cherche tous à vivre des expériences uniques qui nous font vibrer. Et franchement, quoi de plus beau que de pouvoir partager ces moments de pure adrénaline avec une communauté aussi passionnée que la nôtre. Et lorsqu'on parle de séries télé, la capacité des scénaristes à nous raconter une histoire dans laquelle on va pouvoir s'immerger est essentielle. Et cette immersion, elle est au cœur même de Star Citizen. Si vous avez déjà mis les pieds dans ce jeu, vous savez exactement de quoi je parle. Dans l'univers de Star Citizen, la notion même de transition n'existe plus. Imaginez un peu, vous êtes là dans votre appartement virtuel sur Hardcorp, contemplant la métropole qui s'étend à perte de vue comme dans Blade Runner, mais en moins déprimant, quoique la pollution lumineuse ferait pleurer un écologiste. Et soudain, l'appel de l'aventure vous chatouille les neurones, direction Pyro. Pas besoin d'attendre un chargement interminable qui vous permettrait de refaire votre généalogie complète. Non, vous vous levez de votre lit comme dans la vraie vie, enfin sans la partie où vous trébuchez sur vos chaussettes sales, vous traversez votre appartement, prenez l'ascenseur et marchez jusqu'à votre vaisseau. La ville continue de vivre autour de vous, les autres joueurs vaquent à leurs occupations. Le plus fascinant, c'est cette persistance qui fait vibrer l'univers. Si vous décidez de faire une magnifique démonstration de pilotage qui se termine en feu d'artifice improvisé, comprenez par là un crash spectaculaire, votre épave ne disparaît pas magiquement, elle reste là, témoignage métallique de votre talent de pilote attendant qu'un autre joueur la découvre. Cette interconnexion permanente transforme chaque action en potentielle histoire à raconter. Votre catastrophe personnelle devient le trésor d'un autre joueur qui pourra récupérer vos marchandises, si vous en aviez, ou même recycler la carcasse de votre vaisseau. C'est tout un écosystème virtuel où chaque débris raconte une histoire, même si parfois c'est celle d'un atterrissage qui aurait fait pleurer Neil Armstrong. Et les détails, le son de vos pas qui change selon la surface, l'atmosphère qui influence le vol de votre vaisseau, la gravité qui varie selon les planètes, même les plus petits éléments contribuent à vous faire oublier que vous êtes devant un jeu, un véritable univers parallèle où la science-fiction devient réalité. Bien sûr, il y a encore des bugs et des problèmes techniques, soyons honnêtes. Parfois, vous vous retrouvez à faire de la gymnastique spatiale involontaire, mais ça va avec le terme alpha. Est-ce que le jeu devrait encore être en alpha? Question aussi insolente qu'un château neuf du pape servi dans un gobelet en carton, et l'avenir nous en dira sans doute plus. Dans l'intervalle, je préfère me dire que même ces petits défauts n'arrivent pas à briser cette sensation incroyable d'être vraiment là-bas, dans l'espace, à vivre votre propre aventure. Et pour les joueurs les plus patients, c'est cette immersion qui rend Star Citizen unique, qui les fait rêver et qui donne envie de
de continuer à explorer cet univers à la recherche de leur prochaine aventure, de cette sensation qui naît de l'imprévu. Et sans vouloir comparer deux types de divertissements différents, je suis obligé de me pencher sur le destin tragique de The Walking Dead, qui rappelle qu'aucun projet de longue durée n'est à l'abri du désintérêt total. Entre 2010 et 2015, la série était bien plus qu'une simple série, c'était un phénomène qui rassemblait jusqu'à 17 millions de spectateurs chaque dimanche soir. Souvenez-vous de ce pilote légendaire diffusé un soir d'Halloween où Rick se réveillait dans cet hôpital désert. Cette scène est devenue aussi iconique que Je suis ton père de l'Empire contre-attaque. Les moments forts s'enchaînaient comme des coups de poing émotionnels, les coups de fil hallucinés de Rick dans la saison 3 quand on découvre qu'il parle dans un téléphone HS alors qu'il pensait recevoir de l'aide, un twist qui nous a retourné le cerveau comme un pancake un dimanche matin, la descente aux enfers de Shane en saison 2 transformant le meilleur ami en antagoniste avec la subtilité d'un Shakespearien sous en fait, et comment oublier l'arrivée du gouverneur en saison 3, ce psychopathe à l'eye patch qui nous a fait détester les aquariums remplis de têtes pour toujours. La communauté vibrait comme une ruche survoltée, les théories les plus folles circulaient en ligne. Certains pensaient que les zombies étaient une expérience gouvernementale ratée, d'autres juraient avoir décodé des messages secrets dans les titres d'épisodes, les watch parties ressemblaient à des finales de Coupe du Monde avec pizza, cris collectifs et débats enflammés qui duraient jusqu'aux premières heures. Même les plus stoïques d'entre nous ont craqué quand Glenn a fait son faux départ, ce fameux épisode qui a fait exploser Twitter comme un paquet de popcorn dans un micro-ondes déréglé. Jusqu'à la saison 5, c'était LA série qui réunissait tout le monde, des ados aux grands-parents, des fans de gore aux amateurs de drames psychologiques. Alors la descente aux enfers de The Walking Dead, elle interpelle. Tout a commencé à la saison 6 quand les scénaristes ont joué avec nos nerfs comme un chat avec une souris particulièrement malchanceuse. L'épisode qui a mis le feu aux poudres, peut-être celui où Glenn meurt sous une benne à ordures englouti par une horde de zombies. Sauf que non. Mais pendant un mois entier, 4 épisodes, les scénaristes nous ont fait mariner dans notre jus, jouant au ping-pong émotionnel avec nos cœurs de fans. La structure narrative était devenue aussi tordue qu'un bretzel sous acide, le storytelling boomerang, comme l'appelaient les fans, un épisode sur Rick, puis 3 semaines d'attente pendant qu'on suit des personnages secondaires faire du tricot post-apocalyptique. Imaginez Game of Thrones qui nous fait attendre un mois pour savoir si Jon Snow est vraiment mort, en nous montrant entre-temps Hodor qui fait ses courses. Et puis est arrivé Negan, son entrée en scène dans le final de la saison 6 était magistrale, du Jeffrey Dean Morgan pur jus, 11 minutes de monologue qui nous ont cloués à nos sièges, pour nous laisser sur un des cliffhangers les plus dingues de l'histoire, 7 mois d'attente pour découvrir qui avait reçu le baiser mortel de Lucy. La véritable mort de Glenn, à la saison 7, aussi graphique qu'un film de Tarantino sous stéroïdes, a été pour beaucoup le coup de grâce d'une série qui en réalité s'était déjà tirée dans le pied. Les audiences ont commencé à chuter, de 17 millions de spectateurs à son apogée, la série s'est retrouvée à mendier le million de téléspectateurs dans ses dernières saisons. Mais je pense pas que ce soit la mort de Glenn réellement qui ait sonné le glas de la série. Le pouls de The Walking Dead faiblissait déjà depuis la saison 6, empoisonné par des choix scénaristiques douteux. Certains fans, aussi résistants que des survivants en pleine apocalypse, ont tenu bon. Ils ont enduré la descente aux enfers du groupe face à un Negan plus imposant qu'un discours présidentiel en prime time. Et on peut leur donner raison, la renaissance progressive de nos héros avait quelque chose d'assez épique. Même si le parcours était semé d'embûches scénaristiques, la captivité de Daryl transformé en animal de compagnie traumatisé, le sacrifice de Sasha aussi utile qu'un parapluie dans une tempête, la remontée en puissance du groupe a été magistralement orchestrée selon moi. L'espoir renaissait. Mais la scène finale. Ah, cette scène, Rick soudain plus pacifiste que Gandhi ordonnant de sauver Negan pendant que Maggie hurle sa douleur. C'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, même Daryl, notre chasseur stoïque qui communique habituellement par grognement digne d'un Wookiee constipé, était visiblement contre. Et là, je me suis dit, ok, c'est fini. Parce que ce n'était pas juste une décision scénaristique bancale, c'était une trahison de tout ce que la série avait construit pendant des années. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez d'ailleurs. À quel moment la série a perdu son âme selon vous? Est-ce que c'était déjà avant, avec les fausses morts à répétition qui nous prenaient pour des pigeons, ou est-ce que c'est cette décision de Rick qui a été la goutte d'eau radioactive? Parce que sérieusement, épargner le type qui a transformé votre groupe en spectacle d'horreur façon cirque romain et qui a terrorisé des communautés entières, qui a littéralement écrasé le crâne de Glenn comme une pastèque trop mûre, tout ça au nom de quoi? D'un futur meilleur? Dans un monde où les morts se relèvent pour vous bouffer le visage? Autant essayer d'apprendre la méditation transcendantale à un walker. Et quand je regarde Star Citizen aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser aux leçons de The Walking Dead. Car finalement, cette série nous a appris de la manière la plus brutale possible qu'une franchise peut perdre son âme en essayant de trop en faire. Est-ce que Star Citizen risque aussi un moment Negan, un jour où tout basculerait d'un coup? Je l'ai déjà dit, la série est passée de 17 millions de spectateurs à moins d'1 million. Tout ça parce que les producteurs ont confondu repousser les limites avec torturer son public. Les signes avant-coureurs étaient là, le storytelling boomerang qui nous faisait suivre des personnages secondaires pendant des semaines entières, comme si on nous forçait à faire du cargo running quand on veut faire du combat, ces fausses morts à répétition, aussi crédibles qu'un vendeur de Big Benny's qui vous promet que ses nouilles sont faites maison, et puis cette obsession de vouloir toujours choquer plus fort, comme si c'était la seule façon de garder l'attention du public.
public. Et est-ce que le projet de Chris Roberts pourrait se perdre en voulant toujours repousser les limites? Pour l'instant, CIG semble tenir le cap, mais l'histoire de The Walking Dead nous rappelle qu'une seule mauvaise décision peut transformer une œuvre adorée en zombie de ce qu'elle était. Et puis les années ont défilé, comme les saisons de The Walking Dead que je ne regardais plus. J'avais tourné la page, rangé mes traumas dans un coin de ma tête, quand soudain, les annonces de spin-off ont commencé à pleuvoir comme une pluie de zombies un jour d'orage. Dead City, Daryl Dixon, The Ones Who Live, c'était comme si l'univers me narguait, me disait « Hey, tu pensais vraiment pouvoir t'échapper ?» La curiosité, cette traîtresse, elle m'a titillé comme un walker affamé. Je me suis surpris à regarder des bandes annonces, à lire des articles, à m'intéresser de nouveau à ce monde que j'avais fui. C'était comme retomber dans une relation toxique, mais avec la promesse que cette fois, c'est différent. J'ai repris la série là où je l'avais laissée, avalant les épisodes comme un survivant affamé devant une boîte de conserve périmée. C'était bizarre, déstabilisant même. Comme retrouver une vieille photo de classe et réaliser que tout le monde a changé. Les personnages avaient évolué, l'histoire avait pris des tournants que je n'aurais jamais imaginés, et moi j'étais là à essayer de recoller les morceaux d'une histoire que j'avais abandonnée. Le plus fou dans tout ça, c'est que cette décision de revenir, poussée par la curiosité des spin-offs, m'a fait voir la série sous un autre angle. C'était comme regarder un film d'horreur une deuxième fois, vous savez ce qui va se passer, mais vous le vivez différemment. Les moments qui m'avaient fait fuir semblaient moins insupportables, peut-être parce que je savais qu'il y avait une suite, une évolution, peut-être même un but, qui sait. La conclusion de ces dernières saisons, si The Walking Dead était un cours de psychologie, la rédemption de Negan serait le chapitre sur le syndrome de Stockholm collectif. Vous vous rappelez de sa première apparition? Ce sourire carnassier, cette démarche de rockstar psychopathe, cette batte enveloppée de fils barbelés qu'il caressait comme un chat maléfique, et puis d'un coup les scénaristes nous le servent en version papa gâteau repenti. La transformation est aussi crédible qu'un walker faisant du yoga, honnêtement. Je veux dire, on parle du type qui s'amusait à faire des blagues pendant qu'il réduisait le crâne de Glenn en purée, qui avait un harem forcé, qui brûlait le visage des gens au fer à repasser quand ils désobéissaient. Mais non, apparemment, quelques années en prison, et c'est bon, on reset tout, comme si on avait appuyé sur le bouton de nouvelle partie d'une console. C'est vrai que Jeffrey Dean Morgan est tellement charismatique qu'il pourrait nous vendre du sable dans le désert. Mais même son talent d'acteur ne peut pas nous faire oublier que ce personnage a littéralement créé un empire basé sur la terreur et l'esclavage. Alors est-ce que vous allez sympathiser avec le T-Rex de Jurassic Park parce qu'il a décidé de devenir végétarien? La scène qui m'a fait vriller, quand Maggie doit cohabiter avec lui. Maggie. Les scénaristes nous ont vraiment servi ça comme si c'était une colocation un peu tendue entre étudiants et pas une torture psychologique digne des pires expériences de la CIA. Est-ce que vous aussi vous trouvez que cette rédemption force-feeding est aussi digeste qu'un sandwich aux tripes? Ou est-ce que je suis juste un peu trop rancunier, incapable de voir la beauté d'une seconde chance, même pour le plus grand sociopathe de l'apocalypse? Du coup, quand The One Who Live a débarqué, j'étais aussi méfiant qu'un survivant devant une porte fermée dans The Walking Dead. Après tout, on nous avait déjà servi des spin-offs assez fades, et j'avais pas décelé la moindre explosion chez les anciens fans. Mais là, surprise, c'est comme si quelqu'un avait enfin retrouvé la recette originale. Andrew Lincoln, Dixit, Rick et Danai Gurira, Michonne, reviennent, et c'est comme retrouver de vieux amis qu'on croyait perdus depuis longtemps. Plus important encore, ils reviennent avec du sens. Ok, le hasard que Michonne se retrouve aux côtés du type qui tire une roquette faite maison sur l'hélicoptère piloté par Rick et le touche 10 ans plus tard, bon, ok. Si on arrive à digérer ça, fini les histoires alambiquées où les personnages agissent comme s'ils avaient mangé des champignons hallucinogènes. Non, là on a une narration aussi directe qu'un coup de machette bien placé. The One Who Live nous rappelle cruellement ce qui manquait à The Walking Dead, une vision claire, une cohérence narrative, un respect du spectateur surtout. Et ça me fait penser à Star Citizen, et ses promesses qui s'accumulent, les délais qui s'étirent, et une petite voix dans nos têtes qui peut parfois nous souffler « Attention, on a déjà vu ce film ». The Walking Dead est passé du statut de phénomène culturel à celui de série zombie en quelques saisons avant de retrouver miraculeusement son âme dans un spin-off que personne n'attendait. Et pourtant ça n'a rien changé pour les fans. Et si notre rêve spatial suivait le même chemin, si toutes ces promesses finissaient par étouffer l'essence même du projet sans que l'hypothétique Squadron 42 ne parvienne à jouer les sauveurs? Personnellement, je ne sais même pas comment on pourrait réellement déterminer si Star Citizen est un succès ou non. On n'a aucune information sur son prochain modèle économique, je veux dire, lorsque la 1.0 sera jouable. Pour être clair, si je vous parle aujourd'hui de The Walking Dead, ce n'est pas par nostalgie mal placée, non, c'est parce que cette série nous offre une leçon précieuse. Même les plus grands projets, ceux qui semblaient impossibles à faire tomber, peuvent s'effondrer quand ils perdent de vue ce qui les rendait uniques. Alors du coup, chapeau pour les développeurs qui doivent trouver le juste équilibre entre ambition et réalisation. Chaque nouvelle fonctionnalité ajoutée doit enrichir l'expérience et pas la compliquer inutilement. The Walking Dead a probablement perdu son public quand les scénaristes ont préféré la quantité à la qualité, multipliant les arcs narratifs sans réelle substance. Star Citizen risque le même piège, comme tout autre projet d'ailleurs. Vouloir tout faire, tout
intégrer au risque de perdre cette essence qui nous a fait vibrer. Je suis convaincu que l'immersion n'est pas de l'accumulation de features, mais de leur cohérence. L'immersion était déjà totale pour moi lorsque je découvrais mon Cutlass Black première édition dans les confins de la 2.6.3. Un seul système bien pensé vaut mieux que 10 mal intégrés qui brisent la magie du voyage spatial. Bref, le contenu doit servir l'expérience, pas l'inverse. Si The Walking Dead post-saison 6 nous a appris quelque chose, c'est qu'une vision floue mène droit dans le mur. Le truc qui me rassure avec la vision actuelle de CIG, c'est qu'ils maintiennent le cap malgré les turbulences. Les systèmes fondamentaux se mettent en place progressivement, le serveur meshing, la persistance, l'économie dynamique, chaque brique s'emboîte dans un plan plus large. À mon sens, jusqu'ici, pas trop de pirouettes scénaristiques douteuses ou de rebondissements forcés pour maintenir l'intérêt. Et les critiques que le projet essuie ressemblent finalement aux critiques d'il y a 5 ans à peu de choses près. Mais attention, cette direction doit rester flexible sans être malléable, ce qui ne veut rien dire, l'inverse non plus d'ailleurs. You don't know what you're talking about, do you? Mais vous voyez l'idée, l'équipe doit pouvoir s'adapter au retour de la communauté tout en gardant le cap sur leurs objectifs principaux. C'est délicat et The Walking Dead a complètement foiré ça en essayant de satisfaire tout le monde, finissant par ne satisfaire personne. Et gaffe aux promesses, franchement. The Walking Dead nous avait vendu du rêve avec ses bandes annonces épiques, ses teasers mystérieux, pour finalement nous servir des épisodes de remplissage où les personnages marchaient pendant 40 minutes dans les bois, Carol qui chasse une souris pendant un épisode complet, non mais Morgan en pleine crise existentielle sur son côté serial killer, et j'en passe et des meilleurs. Star Citizen doit absolument éviter ce piège. Chaque promesse faite doit être réalisable, chaque feature annoncée doit avoir un vrai sens. Autrement, c'est quoi le risque? Créer un gouffre entre les attentes et la réalité. Quand CIG présente un nouveau vaisseau, une nouvelle planète, un nouveau système de gameplay, notre imagination s'enflamme et c'est normal. Mais si l'écart entre le rêve et la réalité devient trop grand, la déception peut être dévastatrice. Les fans de The Walking Dead l'ont appris à leurs dépens quand les moments épiques promis se transformaient en discussions aussi interminables qu'inutiles. Et on voit que la communauté de Star Citizen est particulièrement investie, émotionnellement et financièrement. Chaque retard, chaque feature reportée, chaque promesse non tenue peut créer des fissures dans cette relation de confiance. Les développeurs doivent jongler entre maintenir l'enthousiasme et gérer les attentes réalistes. Un exercice périlleux qui demande autant de diplomatie que de transparence. La solution peut être bien de sous-promettre et de surlivrer plutôt que l'inverse. Mieux vaut une petite feature qui fonctionne parfaitement qu'une grande promesse à moitié réalisée. Les joueurs préféreront toujours, à mon sens, une bonne surprise à une déception, même si la bonne surprise est plus modeste. Actuellement, on espère tous une meilleure jouabilité et des patchs qui améliorent les choses sans retour en arrière frustrant. Et il faut pas oublier que l'aspect communautaire, c'est le cœur battant de Star Citizen. Exactement ce qui a fait la force initiale de The Walking Dead avant que tout ne s'effondre. Cette communauté passionnée qui crée du contenu, organise des événements, partage ses aventures, c'est un trésor qu'il faut protéger à tout prix. Regardez ces streamers qui passent des heures à explorer, ces organisations qui montent des opérations complexes, ces créateurs qui produisent des guides détaillés. Cette énergie collective, c'est l'âme même du projet. Quand The Walking Dead a perdu sa communauté, la série est devenue une coquille vide. Et si je devais faire une conclusion, l'avenir de Star Citizen repose sur un équilibre délicat. D'un côté, préserver cette vision ambitieuse qui nous fait rêver, de l'autre, éviter les pièges qui ont fait chuter tant d'autres projets prometteurs. Les leçons de The Walking Dead sont là pour nous rappeler qu'aucun succès n'est acquis, aucune communauté n'est éternelle. Le futur du jeu dépendra de sa capacité à maintenir cette alchimie unique entre développeurs et joueurs. Pas de promesses en l'air, pas de feature gadget, juste une progression constante vers cet objectif commun, créer l'univers persistant le plus immersif jamais conçu. C'est un défi titanesque, mais c'est exactement ce qui rend l'aventure si incroyable. Au final, Star Citizen a toutes les cartes en main pour éviter le destin de The Walking Dead. Espérons que les développeurs continuent à écouter la communauté tout en restant fidèles à leur vision. Maintenir ce lien précieux avec les joueurs tout en gardant le cap sur leurs objectifs. Complexe, mais c'est le prix à payer pour transformer ce rêve spatial en réalité durable. L'avenir nous dira si la leçon a été bien apprise.